le webinaire. Et je vais vous présenter les différents intervenants qui vont prendre la parole, que je remercie d'avance d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, nous allons avoir ce matin 4 différents intervenants. Oups, excusez-moi. Normalement, vous voyez tous mon PowerPoint. Donc, vous allez avoir Pierre-Yves Lebris de la CARSAT Bretagne qui sera là pour répondre à vos questions, ainsi que Virchna Eng de la DDPP des Côtes d'Armor, Monsieur Guedes de la Direct Bretagne et Madame Ténière de FIDAL. Je vais leur passer la parole par la suite pour qu'ils puissent se présenter rapidement en 2 minutes. Nous sommes sur un format assez nouveau où on est obligé de bien gérer le temps et de faire ça de manière le plus efficace possible. Vous aurez parfois l'intervention de Sophie qui est en back-office sur la modération, qui pourra prendre la parole si on a des problèmes de timing. Donc voilà, ce que je vous propose, c'est donc aujourd'hui on avait plus de 80 participants inscrits. On en est à une cinquantaine de connectés en ce moment même. Donc je vous propose qu'on démarre, si ça vous va, avec du coup la présentation des différents intervenants. Et je laisse chacun des intervenants, quand vous prenez la parole, débloquer votre micro de manière à ce qu'on puisse vous entendre. Et je passe les slides et la parole du coup à Monsieur Lebris. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Voilà. Oui, de mon côté. Pierre-Yves Lebris, je suis de la CARSAT Bretagne, c'est-à-dire que c'est un organisme de la région Bretagne, de la sécurité sociale qui couvre le champ donc d'action du régime général. Notre credo, c'est l'accompagnement des entreprises. On réalise des interventions dans les entreprises en matière de conseil et de contrôle. Notre objectif, c'est améliorer les conditions de travail et limiter donc les accidents du travail autant que ça se peut. On a des outils donc, qui sont bien sûr les possibilités d'accompagnement technique et financier, parce qu'on a en back-office également des ingénieurs spécialisés sur des thématiques particulières. Donc, on travaille beaucoup sur la conception des locaux de travail, sur la conception des équipements de travail et les process, et également sur tout ce qui touche le champ de l'ergonomie à travers l'amélioration des postes de travail ou l'organisation de travail. Sur le premier slide que vous voyez là, vous avez donc 3 liens. Le premier, c'est celui de la CARSAT, parce qu'en réalité, des gens comme moi, il y en a plein, il y en a 16 plus précisément, 4 par département, par activité, vous verrez tout à l'heure. J'ai mis également en deuxième lien celui de l'INRS, qui est une source importante d'informations. Et j'ai mis en troisième lien quelque chose qui vient de sortir tout récemment, qui touche les risques psychosociaux, parce que nous avons de plus en plus d'alertes de salariés et d'employeurs sur la problématique d'aujourd'hui, qui est donc le déconfinement. Il y a des craintes de revenir, des craintes de ne pas revenir. Donc, on abordera ça, je pense, tout à l'heure. Je continue ou je laisse peut-être les autres se présenter, ou voulez-vous que je parle déjà de prévention d'entreprise? Merci Monsieur Lebris. Juste pour information, on vous enverra les diapositives à la suite du webinaire où vous aurez les liens du coup actifs pour accéder aux différentes informations mentionnées. Je vous remercie. Je vais donner la parole désormais à Monsieur Eng de la DDPP, la Direction départementale de protection des populations. Oui, bonjour à tous. Je suis Virchna Eng, directeur adjoint de la Direction départementale de la protection des populations. Nous avons en charge 4 grandes missions qui ont trait essentiellement à la surveillance sanitaire et la protection animale, mais également nous intervenons également en matière d'alimentation, sur la sécurité sanitaire également, et deux autres grandes missions, la prévention des risques environnementaux et
et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à vous parler, tout ce qui concerne le consommateur en matière de protection, que ce soit pour la sécurité du consommateur ou tous les problèmes de diverses sortes, d'arnaques, d'allégations mensongères sur certains produits, etc. Donc, moi, je suis prêt à répondre aux questions sur tout ce qui concerne la clientèle de vos entreprises, qu'elles soient des consommateurs ou des professionnels. Voilà. Notamment sur les obligations qui leur seront imposées pour venir chez vous, par exemple, ou sur les problèmes qui peuvent être soulevés par ces consommateurs ou ces professionnels qui travaillent avec vous au quotidien. Voilà. Merci beaucoup. Je vais du coup passer désormais la parole. Alors, nous avions l'organigramme à Monsieur Guedes de la Direct Bretagne. Excusez-moi, je voudrais juste signaler à tous que, à part les intervenants, de couper vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Je vois par exemple, je pense qu'on voit tous Monsieur Fleureau, Jean-Marc Fleureau, enfin qui est assez féminine avec le micro ouvert. Est-ce que vous pouvez le fermer? Merci. Donc, je laisse la parole à Monsieur Guedes de la Direct Bretagne. Oui, bonjour. Voilà, Yves Guedes, je suis responsable de l'unité départementale de la Direct dans les Côtes d'Armor. Donc la Direct est l'interlocuteur, comme vous voyez sur le slide, la Direct est l'interlocuteur de l'État et le service de l'État en région pour les entreprises et les acteurs socio-économiques sur un certain nombre de sujets. On travaille sur la préservation et le développement du tissu économique et social, le renforcement de la compétitivité des entreprises, et puis tout ce qui touche aux ressources humaines, à l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi, à l'amélioration des conditions de travail et du dialogue social, et puis également une part que nous partageons avec nos collègues des DDPP sur la régulation des marchés et la protection des consommateurs. Alors la Direct, dans le contexte particulier du Covid, fait partie des services très mobilisés, puisque au titre de nos différentes missions, nous gérons notamment l'activité partielle. Donc, c'est un sujet assez brûlant en ce moment. Et puis, par ailleurs, et ça, en lien avec le sujet que nous traitons aujourd'hui, les services de l'inspection du travail sont situés dans les directs. C'est-à-dire que ce sont des services des directs qui assurent les missions d'inspection du travail et auxquelles vous pourrez éventuellement avoir affaire dans le cadre de la mise en place des mesures de santé et de sécurité relatives au déconfinement. J'ai mis, pour pas vous inonder de sources, parce que vous en avez déjà beaucoup à disposition, j'ai mis en lien la page du ministère du Travail où vous pouvez retrouver l'ensemble des informations mises à disposition par le ministère du Travail sur la question du coronavirus, que ce soit en matière de santé et de sécurité, d'activité partielle. Voilà, c'est le site qui vraiment rassemble toute l'information officielle du ministère du Travail sur la question. On pourra peut-être en reparler d'ailleurs en fin d'intervention. Enfin, je serai amené à vous y renvoyer assez fréquemment. Dernière chose, parmi les dernières publications du ministère du Travail, dont on va probablement reparler pendant ce webinaire, et qu'on pourra vous communiquer d'ailleurs, évidemment, c'est le document publié en tout début de semaine par le ministère du Travail, qui est le protocole national de déconfinement dans les entreprises, qui reprend, fait la synthèse et puis actualise un certain nombre d'éléments relatifs aux mesures de santé et de sécurité que doivent faire les entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du déconfinement. Donc, on va y revenir assez souvent, mais voilà, c'est vraiment le document qu'il va falloir avoir maintenant, puisque c'est celui qui finalement fait la synthèse de toutes les informations données par le ministère du Travail et qui en plus a l'avantage d'être un document très concret. Voilà, on y reviendra. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Guedes. Et je vais passer la parole à Madame Ténière de FIDAL, pour se présenter. Voilà. Bonjour tout le monde, donc Marie Ténière, je suis avocate en droit du travail et de la sécurité sociale au sein du cabinet FIDAL. Donc, le cabinet FIDAL, c'est un cabinet d'affaires qui représente les entreprises de toute taille. On est présent partout en France. En Bretagne, il y a 5 bureaux.
Et moi, plus spécifiquement, je travaille au sein du cabinet situé à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Et au sein du cabinet Fidal de Saint-Brieuc, nous sommes 8 avocats. Et on intervient sur 3 domaines différents, le droit social, mais également le droit fiscal et le droit des sociétés. Et concernant, moi, plus spécifiquement, le droit social avec le contexte du coronavirus, je suis particulièrement intervenue afin d'aider les entreprises à mettre en place l'activité partielle et là, à gérer toute la reprise de l'activité, l'organisation principalement, comment mettre en place des différents horaires, comment réorganiser l'entreprise pour assurer la sécurité de tous les salariés d'ici la semaine prochaine. Bien, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir pris ces 2 minutes pour vous présenter. On va passer maintenant aux 45 minutes de questions-réponses basées sur les questions qui ont été remontées par les participants, qu'on a classées en 5 catégories. On va traiter des questions sur le télétravail, horaire de travail, contrat de travail, des questions sur l'activité partielle, sur les équipements de protection et beaucoup de questions sont remontées sur les masques, les mesures de biosécurité en général et les contrôles. Alors, effectivement, Monsieur Guedes nous a évoqué tout à l'heure le document qui a été publié dimanche dernier par le ministère du Travail sur le protocole sanitaire de déconfinement pour les entreprises du secteur privé. Alors, on va y retrouver des mesures, différentes mesures concrètes, plus ou moins, enfin strictes et concrètes à appliquer dès que possible le 11 mars pour la protection du personnel. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Lebris et Monsieur Guedes éventuellement pour compléter ces éléments rapidement en nous présentant notamment les principes de base de prévention, de principes généraux de prévention qui sont à appliquer. Je vous passe la parole, peut-être Monsieur Lebris. Oh, excusez-moi, il y a un bruit parasite. Alors, est-ce que... Oui, alors j'interviens peut-être sur les principes généraux de prévention. Tout à l'heure, on l'a bien précisé, le sujet c'est la reprise de l'activité. On a vu qu'on a des supports aujourd'hui assez concrets, notamment le protocole national de déconfinement qui donne quelque part les règles, mais on voit bien que tous ces documents ont une architecture assez similaire qui est basée sur la hiérarchie de la prévention. Alors, j'ai essayé de façon assez synthétique de présenter un peu cette logique de hiérarchisation et la mise en forme qui a été faite par Madame Chong me convient tout à fait. On voit bien que l'efficacité est directement liée à la taille quelque part de la zone sur laquelle on se retrouve. C'est-à-dire les consignes et instructions en bas à l'affichage sont les mesures qui quelque part auront le moins d'effet sans les mesures qu'il y a au-dessus. Donc, j'ai volontairement donc listé un certain nombre de mesures, 5, j'en ai mis 5, mais il y en a 10 normalement dans la loi sur les principes généraux de prévention. Supprimer ou éviter le danger, on voit bien qu'aujourd'hui, on ne sait pas faire, puisqu'en gros, c'était le vaccin qui permettait quelque part de s'en prémunir. On a parlé de l'immunisation, l'éradication avec des pourcentages de gens qui auraient été contaminés, on y est très loin. Je crois que ce matin, on disait qu'on était à 10 fois en dessous le seuil qui permettrait, donc on va devoir vivre avec, et donc on va être obligé de prendre des mesures qui vont viser à limiter l'exposition au danger. Alors on voit, il y a les mesures nationales, le confinement, la limitation des regroupements, mais il y aura des choses qui seront en parallèle pour les entreprises. On va voir aussi les protections collectives, c'est la distanciation sociale qui est évoquée très largement, et les logiques de désinfection également, qui viennent également impacter la vie de l'entreprise. Il restera bien sûr les protections individuelles. C'est un sujet qui sera largement abordé puisque beaucoup de questions a priori tournent autour de ce sujet. Et comme je l'ai dit, les consignes et les instructions. J'ai voulu en parallèle, ou en tout cas en parallèle de cette hiérarchie de la prévention qui conduit, je dirais, généralement même les textes réglementaires, mettre la logique de prévention, c'est-à-dire celle qu'on applique actuellement sur le terrain. J'ai scindé ça en 3 mesures, les mesures organisationnelles, la distanciation et les gestes barrières et les EPI. On peut dire que les mesures organisationnelles sont des mesures plutôt de type réalisées dans les entreprises, même si on voit actuellement le gouvernement
commencer à travailler sur ces mesures organisationnelles. Je parle d'une d'entre elles, l'horaire décalé, qui va permettre de limiter la densification dans les transports. Mais ceci étant, on voit bien que ce sont des mesures organisationnelles qui sont d'abord des mesures qui vont permettre de trouver la plus grande efficacité de façon collective. La distanciation sera le deuxième niveau d'intervention dans les entreprises. J'ai listé un certain nombre d'éléments. Les gestes barrières et les équipements de protection individuelle viennent compléter bien sûr le dispositif. J'ai, comme l'a précisé d'ailleurs le protocole, mais aussi les autres textes, mis en rouge l'information, la sensibilisation et les formations. On se rend bien compte qu'on arrivera à mettre en place des plans d'action que si on associe les salariés. Alors, tout à l'heure, sur le premier slide, j'avais précisé, et là-haut, j'avais marqué télétravail, téléconfinement. L'actualité nous rattrape rapidement. Vous voyez, je suis en train d'intervenir et j'ai dans mon activité ou approche de moi des travaux extérieurs. Donc, vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le télétravail aujourd'hui devient quelque chose qui a été banalisé, mais il est très, très compliqué à mettre en œuvre et à vivre. On le verra tout au long des questions. Peut-être quelque chose également, et pourtant je vais essayer de rester dans les 2 minutes pourvu que je ne sois pas… l'évaluation des risques, c'est avant tout examiner les situations réelles de travail. C'est-à-dire que je suis sur le sujet depuis le mi-février parce que j'avais la chance d'avoir des entreprises qui travaillaient avec l'Italie ou la Chine, ce qui fait qu'on avait travaillé le sujet. À chaque fois qu'on a examiné les situations réelles de travail des salariés, on a réussi à trouver des solutions. Là où on avait mis des solutions, je vais dire, génériques, sans regarder la situation réelle, on avait des difficultés. Sinon, un dernier point, si le modérateur me le permet, le Covid-19, on peut presque l'apparenter à l'amiante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet dose. C'est-à-dire qu'une seule petite contamination suffit pour être contaminé. Par contre, il a aussi un parallèle, c'est que la notion de probabilité d'exposition. On sait quand même que le risque d'être contaminé sera proportionnel à l'exposition. Voilà, je dis que ça, et vous verrez que cet introductif servira à mieux comprendre les réponses que les uns et les autres on va faire au fur et à mesure pour les questions thématiques que vous avez posées. J'espère ne pas avoir exagéré. Merci. Est-ce que éventuellement, Monsieur Guedes, vous avez quelque chose à rajouter sur le protocole auquel on peut tous avoir accès en ligne? Pas forcément, parce qu'encore une fois, je pense que l'idée, c'est d'être très, très pratico-pratique et Ouais. on s'y référera dans les questions chaque fois que nécessaire. Et puis, je crois que l'intervention de M. Lebris est très claire avec, effectivement, mais là encore, on va y revenir de manière un peu lancinante dans les questions. Cette hiérarchisation qui consiste à dire, d'abord, on essaie de supprimer le risque et on fait du télétravail. Ensuite, on fait de la mesure de protection collective. Et si on ne peut vraiment pas faire autre chose, on fait de la mesure de protection individuelle ou éventuellement de l'information et de l'affichage. Voilà. On va y revenir, je crois, de manière très, très pratique au travers des différentes questions. Ok, très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, on va commencer sur les questions en lien avec les contrats de travail, les horaires décalés. Vous avez des mots-clés là qui apparaissent à l'écran qui reprennent les différentes thématiques sur ce volet-là. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, on comprend bien que les règles de télétravail, que le télétravail, excusez-moi, reste la solution la plus recommandée dans la mesure du possible. Cependant, on a des questions qui ont été relatives par rapport à ça. Par exemple, on me dit certains de collaborateurs en télétravail actuellement se plaignent de l'isolement. Vous avez dit, Monsieur Lebris, par exemple, de travaux aux alentours, de bruit, le problème de connexion, le fait d'avoir les enfants à la maison, etc. Et réclament un retour au bureau, alors qu'ils leur mission pourrait permettre de faire du télétravail. Est-ce que l'employeur peut les autoriser à revenir au bureau à partir du 11 mai, alors qu'ils peuvent travailler à la maison? Peut-être Monsieur Guedes, peut-être pouvez-vous répondre ou quelqu'un d'autre sur.
Oui, et puis en complément avec Monsieur Lebris, c'est bien c'est ce que je disais tout de suite et qui a été dit également par Monsieur Lebris, hein. C'est-à-dire que on est dans les mesures que les employeurs devront prendre afin d'assurer la sécurité de leurs salariés, accessoirement de leurs clients si les clients qui viennent. Il y a une gradation, hein. Et effectivement, on commence par des mesures d'organisation qui permettent d'éviter au maximum l'exposition des salariés au risque. Et évidemment, dans ces mesures d'organisation, la première, finalement, elle permet d'éviter tout risque que le salarié ne vient pas sur tout risque lié au coronavirus, au Covid. Donc, la première à prendre, c'est le télétravail. Je précise que la législation a évolué depuis le début de la crise pour permettre aux employeurs d'imposer en quelque sorte le télétravail à leurs salariés. Donc c'est à la fois, l'entreprise a à la fois l'outil juridique pour mettre ses salariés en télétravail et doit garder en tête que ça reste quand même la meilleure mesure de prévention. Alors, ceci dit, comme tous ces sujets-là, je crois qu'il faut il faut rester attentif à toutes les situations et puis inscrire toutes les stratégies de prévention aussi, ça je veux insister, dans une logique de dialogue social, soit avec les institutions représentatives, soit avec les salariés. Et là, il faut toujours construire cette stratégie dans le respect dans le cadre d'un dialogue social. S'agissant du cas particulier qui est posé, je crois qu'il faut poser un petit peu les différentes dimensions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'employeur va devoir faire son évaluation des risques. Dans l'évaluation des risques, il y a évidemment la question du coronavirus et des mesures de prévention qu'il faut prendre pour éviter de contaminer les salariés. Il y a également d'autres risques. Et il ne faudrait pas à un moment donné que l'utilisation du télétravail de manière absolue conduise à générer d'autres difficultés, parce que comme le soulignait tout à fait M. Lebris tout à l'heure, il y a des salariés qui peuvent se retrouver, du fait de des conditions objectives dans lesquelles ils exercent le travail, dans des situations compliquées. Hein. Ça a été pris en compte d'ailleurs dans un document du ministère du Travail, où il disait que les salariés qui devaient assurer à la fois du télétravail et des enfants pouvaient se retrouver en situation difficile. On a appelé les employeurs à faire preuve de compréhension sur leur productivité. C'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faudrait pas que le fait d'imposer le télétravail à tout le monde de manière indiscriminée conduise à mettre des salariés en grande difficulté. Si, au travers de l'organisation du travail dans les locaux de l'entreprise, on peut trouver des solutions qui permettent d'éviter autant que possible les risques. La seule solution n'est pas le télétravail. Voilà. Peut-être en complément, Monsieur Lebris. Alors non, tout à fait. Je pense que vous avez bien situé la problématique. Oui, par contre, sur le terrain, depuis l'annonce donc de ce déconfinement le 11 mai, nous avons par contre du mal-être exprimé, que ce soit parce qu'on n'a pas envie de revenir ou parce que ce soit on a envie de revenir. Donc, c'est un sujet que les entreprises devront prendre en compte. Alors, je crois qu'une des solutions provient notamment de choix qu'ont fait des entreprises, de dire on va travailler énormément sur le volontariat et ça nous permettra d'éviter ces points de blocage sur les gens qui expriment un mal-être parce qu'ils ont envie de revenir ou un mal-être parce qu'ils ne souhaitent pas revenir pour des raisons de sécurité. Voilà. D'accord. Ça me fait passer à une question suivante aussi plutôt sur lorsque l'on n'a pas le choix, c'est-à-dire lorsque un poste de travail ne permet pas le télétravail et que il faut que la personne se déplace sur le lieu de travail et que l'entreprise a mis tout en œuvre pour avoir les meilleures conditions de biosécurité et de protection de ses salariés. Est-ce qu'un salarié a un droit de retrait? Est-ce qu'il peut refuser de venir travailler? Alors oui. Est-ce que Madame Ténière, vous voulez répondre ou bien Monsieur Guedes ou Monsieur Lebris?
Je propose une réponse, mais je pense que M. Guedes et Mme Tenière seront d'accord avec moi. Le salarié peut-il refuser d'occuper son poste de travail à partir du 11 mai? La réponse est dans la question puisque l'employeur a mis en place les conditions de biosécurité. Donc, si je ne lisais que la question, je dirais oui. Mais derrière se retrouve le mais, c'est-à-dire la situation réelle. Donc, oui, si on a fait tout ce qu'il fallait, on peut imposer pour des raisons, je dirais, d'organisation de travail, que quelqu'un revienne. Voilà. Et s'il refuse, je voyais, y a-t-il un droit de retrait? Non, sauf si les conditions ne sont pas réunies. Ouais. Peut-être juste en complément, j'ai dit que je ferais assez souvent référence à des documents du ministère du Travail. C'est vrai que depuis le début de la crise, Monsieur Guedes, excusez-moi, depuis le début de la crise, on a le ministère du Travail a remis en ligne un certain nombre de documents qui, pour les employeurs, je vous y renvoie parce que ça permet, en quelque sorte, d'avoir la doctrine officielle du ministère du Travail et de manière assez précise sur à peu près tous les sujets. Bon, notamment dans ces ressources, vous avez sur les questions-réponses qui sont à destination des employeurs et des salariés, une question sur l'exercice du droit de retrait. Dans quelles conditions un salarié peut exercer son droit de retrait? Et bon, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit M. Lebris, parce que je partage tout à fait. C'est-à-dire que la doctrine du ministère du Travail, c'est que dès l'instant où l'entreprise a pris toutes les mesures de prévention qui sont actuellement prescrites, et là on va notamment revenir sur la stratégie nationale de prévention qui décrit de manière assez documentée et assez précise et assez concrète tout ce qu'il y a lieu de faire, dès l'instant où ces mesures-là sont prises et que l'employeur a fait auprès des salariés et auprès des institutions représentatives du personnel toute l'information nécessaire, a priori, le droit de retrait ne se justifie pas. Mais ceci étant dit, j'abonde dans le sens de M. Lebris, c'est-à-dire qu'il faut examiner ça de manière attentive, c'est-à-dire qu'il faut bien s'assurer que toutes les mesures ont été prises et que l'information a bien été faite. Et j'insiste encore, c'est vraiment une démarche à mener en liaison permanente avec les acteurs du sujet, c'est-à-dire côté, enfin, évidemment, et les institutions représentatives du personnel, s'il n'y en a pas, les salariés pris directement, et puis d'autres acteurs que sont notamment la CARSAT, également le médecin de la médecine de prévention, la médecine du travail, qui est un acteur qui est là aussi pour conseiller les entreprises. Donc voilà, donc, a priori, si toutes les mesures ont été prises, non, mais comme dit M. Lebris, ça se regarde et ça s'étudie avec toutes les parties prenantes de la question. D'accord. Merci pour votre réponse. Encore une fois, l'aménagement du coup des différents postes de travail, on a parlé aussi des horaires, de modification des horaires décalés, de décaler les horaires de manière à ce que les gens arrivent pas tous en même temps ou ne prennent pas tous les transports en même temps. Est-ce que lorsque l'entreprise souhaite mettre en place les changements d'horaire, est-ce qu'il faut qu'il y ait une modification dans les contrats de travail des salariés concernés? Alors là, il y a plusieurs situations à voir et je vais inciter aussi qu'il faut bien se référer à la source qui a mis en place les horaires, parce que c'est une décision unilatérale de l'employeur ou un accord collectif pour voir comment l'employeur peut adapter les horaires de travail des salariés. Et je ne vais pas non plus aborder toutes les obligations qu'il y a sur, on informe le CSE, les élus qu'il y en a un, ou l'inspection du travail. Donc, plus sur l'aspect employeur-salarié, si l'employeur veut finalement modifier les horaires collectifs, mettre en décalé et par unité de travail. Il faut distinguer deux situations. Soit on va modifier le contrat de travail, c'est-à-dire qu'on va modifier un élément essentiel du contrat de travail. En général, c'est la rémunération, par exemple, ou la durée du travail. Dans ce cas, il faut l'accord du salarié. Si en revanche, on ne fait que changer les conditions de travail, on n'a pas besoin de l'accord du salarié. Sur la répartition des horaires, en général, on considère que c'est un simple changement des conditions de travail. Il n'y a pas besoin de l'accord du salarié, pas besoin d'avenant. La situation est un peu différente si les horaires ont été contractualisés, donc si elles ont bien été indiquées dans le contrat de travail et pas seulement à titre informatif. Dans ce cas, il va falloir l'accord du salarié qui va se matérialiser par un avenant.
Une petite précision aussi, si jamais ce changement d'horaire conduit à bouleverser complètement les horaires habituels du salarié, c'est-à-dire vous le faites passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou alors vous faites un horaire continu à des horaires discontinus avec une coupure en journée, là on considère que c'est une modification du contrat et il faut l'accord du salarié, donc un avenant. Il y a aussi la possibilité de mettre en place des horaires décalés individualisés, c'est-à-dire que ça permet aux salariés d'aménager individuellement son temps de travail à l'intérieur de certaines plages horaires. Ça, c'est un dispositif qui est à l'initiative du salarié, c'est à lui de le demander. Donc, dans ce cas, il n'y a pas besoin d'avenant. Par contre, je recommande quand même aux employeurs d'avoir une trace écrite de cette demande du salarié, tout simplement pour pouvoir prouver que c'est bien le salarié qui le demande. Il y a aussi certaines obligations avec le CSE, l'inspection du travail. Une troisième hypothèse qui peut être envisagée lorsque l'employeur envisage de répartir le personnel par équipe, qui vont travailler par équipe, un roulement où les équipes peuvent alterner ou se chevaucher. Là aussi, voir si c'est bien mis en place au sein d'un accord d'entreprise ou de branche, si c'est un simple changement des conditions de travail sans bouleversement, comme je disais, horaire de jour, horaire de nuit, pas besoin d'avenant, contrat de travail non plus, pas besoin d'accord du salarié. D'accord. Merci beaucoup. Une question suivante qui nous était remontée, c'est par rapport à des entreprises qui auraient un surcroît d'activité dans cette période. Quel est le contexte réglementaire à partir du 11 mai sur les conditions applicables aux heures supplémentaires? Est-ce qu'un salarié peut les refuser? Voilà. Alors, là encore, sur les heures supplémentaires, qui a priori effectivement a un système que pourra prendre l'employeur pour faire face un petit peu, redresser l'activité de l'entreprise. Donc les heures supplémentaires sont toutes les heures effectuées de 35 heures par semaine et le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur. C'est donc lui qui décide. Ça ne modifie pas le contrat de travail. Il n'y a donc pas besoin de l'accord du salarié. On dit que le salarié ne peut pas refuser d'exécuter des heures supplémentaires. Une exception, sauf s'il y a un motif légitime de refuser, c'est-à-dire si l'employeur ne paye pas les heures supplémentaires. Là, évidemment, le salarié peut refuser de les effectuer. Ou alors, si l'employeur prévient trop tardivement que le salarié devra faire des heures supplémentaires, quand même un petit délai de prévenance. Même si l'entreprise peut évidemment imposer les heures supplémentaires, je rappelle qu'il y a quand même des limites. On ne peut pas demander à un salarié de faire 80 heures par semaine. Il faut quand même avoir en tête de respecter toutes les durées légales, c'est-à-dire 48 heures maximales de travail par semaine ou alors 44 heures sur 12 semaines consécutives. Il y a des dérogations pour les entreprises et secteurs jugés essentiels, où là, la durée maximale par semaine pourra atteindre 60 heures par semaine et la durée journalière 12 heures. Donc, ces secteurs d'activité jugés essentiels vont être fixés par décret. On est encore dans l'attente du décret. D'accord. Merci. On a quelques questions aussi liées à l'activité partielle et le contexte à partir du déconfinement à partir du 11 mai. Donc c'est plutôt des questions qui vont s'appliquer là pour la directe, à savoir sous quelles conditions cette activité partielle sera toujours applicable à partir du 11 mai? Est-ce qu'il faut justifier c'est-à-dire que on aura différents cas de figure. Est-ce qu'il y a une baisse d'activité liée à la crise actuelle, des salariés qui ne peuvent pas venir pour encore garde d'enfants parce que les écoles n'ouvrent pas toutes en même temps? Est-ce que les conditions d'application vont rester les mêmes ou est-ce qu'on va avoir des évolutions et des garanties supplémentaires demandées par l'État? Alors, je vois donc tout de suite, je ne sais pas. Non, il y a effectivement un certain nombre d'annonces qui ont été faites par la ministre du Travail, par Madame Pénicaud. Ce qu'on en sait, mais je suis prudent parce qu'on n'a pas encore d'instruction sur le sujet, donc en position tant qu'on n'a pas d'instruction officielle. Mais ce qu'on sait, et la ministre a réuni les partenaires sociaux pour évoquer le sujet avec eux, a priori, c'est qu'on resterait sur le dispositif d'activité partielle exceptionnelle pour le mois de mai. Donc, pour le mois de mai, on ne change rien. En revanche,
on en sortirait à compter du début du mois de juin, pour le mois de juin, en fin de compte, avec un maintien. Et là encore, ce sont des annonces et on attend, je suis très prudent parce qu'on attend les instructions précises, avec a priori un maintien du niveau d'indemnisation actuel, c'est-à-dire le niveau d'indemnisation totale à hauteur de 70 et de 84% du net, pour ce qui est des entreprises fermées par décision administrative, c'est pour les commerces qui sont fermés, et puis, a priori, le niveau d'indemnisation des entreprises par l'État bougerait et baisserait pour les autres secteurs. C'est-à-dire qu'on reviendrait sans doute sur quelque chose d'un peu plus traditionnel en termes d'indemnisation. Mais là encore, je n'ai pas de détails à cette date. Ceci étant, je crois qu'il faut être sur le principe même, ça c'est les modalités de l'activité partielle qui sont importantes, notamment pour ce qui est du niveau d'indemnisation par l'État. Enfin, pour ce qui est du principe de l'activité partielle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est-à-dire que c'est un dispositif qui existait avant la crise sanitaire, c'est un dispositif qui va continuer à exister après. Et les entreprises qui pourront justifier de difficultés économiques, et notamment de baisse d'activité de manière objective après la sortie du dispositif exceptionnel, pourront continuer à bénéficier de l'activité partielle, du dispositif afférent, parce que je rappelle également que associé à l'activité partielle, on a aussi un dispositif du Fonds national de l'emploi qui est qu'on appelle le effet de formation, qui permet également d'indemniser les entreprises au-delà des 70% notamment pour des actions de formation, maintenant visant à maintenir ou à développer la qualification des salariés. Voilà un peu le cadre. Désolé de ne pas être plus précis, mais au moment et là, je n'ai pas d'instruction. Ok. Merci. Donc, on attend encore, encore des précisions dans les jours à venir sur ces éléments-là. Effectivement, on peut imaginer que ça perdure tel que c'est aujourd'hui. Merci beaucoup pour ces réponses. Justement, face à une baisse d'activité éventuelle d'une entreprise, et donc une entreprise se retrouve face à devoir réduire le temps de travail de ses salariés. Bon, c'est la même question un petit peu que tout à l'heure. Est-ce qu'on est amené à modifier le contrat de travail des salariés, et aussi comment choisir quel est le contexte pour choisir entre mes différents collaborateurs à qui on va accorder ou non le droit, le droit de venir travailler. Est-ce qu'on a un cadre qui va nous aider au choix de ces salariés, et en cas de baisse d'activité, est-ce qu'on doit modifier le contrat de travail de nos salariés? Alors moi, sur la partie baisse d'activité et contrat de travail, il y a deux hypothèses. Soit l'entreprise a une baisse d'activité et n'a pas eu recours au chômage partiel ou à l'activité partielle et n'envisage pas d'y recourir. Dans ce cas, il n'est pas possible de modifier la durée du travail du salarié sans son accord, parce qu'on touche un élément essentiel de son contrat. Donc là, il va falloir l'accord du salarié, donc un avenant au contrat de travail. En revanche, si l'entreprise a déjà eu recours et est toujours dans le recours de l'activité partielle, l'activité partielle, elle prend deux formes. Soit il y a une fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement, ou alors il y a eu une réduction de l'horaire collectif de travail. Et donc, dans ce cadre, on peut réduire la durée du travail des salariés sans leur accord, donc sans conclure d'avenant à leur contrat de travail. Puisqu'on est effectivement dans ce système d'activité partielle avec une réduction de l'horaire, on peut continuer, vu que la reprise va effectivement sans doute être un peu longue, et qu'il n'y aura sans doute pas assez d'activité pour pouvoir occuper tous les salariés, on peut effectivement réduire leur horaire collectif de travail dans le cadre de l'activité partielle. D'accord. Merci. Et pour ce qui est du choix des salariés, des heureux élus qui pourront venir travailler, ou pas heureux, hein. Alors, à moins que M. Guedes vouliez prendre effectivement le… Bon, pour comment choisir les salariés, il faut déjà identifier ceux qui sont disponibles, parce qu'il y a des salariés qui vont être encore en arrêt garde d'enfants, qui ne sont donc pas disponibles. Il y a aussi des salariés vulnérables qui potentiellement ne peuvent pas venir travailler. Donc, il faut déjà voir finalement qui est disponible pour pouvoir reprendre. Et ensuite, avec l'effectif qui reste, pour
préoccupation principale, c'est qu'il faut éviter toute discrimination. Comment vous allez justifier que tel salarié revient travailler 35 heures et un autre va rester au chômage partiel toute la semaine? Donc l'idée en fait est de faire revenir chaque salarié de manière partielle, par roulement, pour qu'ils aient que tous ces salariés soient tant en chômage partiel et en activité, pour éviter toute discrimination. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Je vous propose… Juste peut-être, si je peux me permettre, un petit complément, hein, juste sur la question de la baisse de la durée du travail. Enfin, actuellement, tout dépend peut-être de situations tout à fait individuelles, mais actuellement, précisément, l'activité partielle, elle a été le dispositif exceptionnel d'activité partielle a été mis en place pour éviter précisément à l'entreprise de faire ce choix. D'ailleurs, éviter d'avoir à rentrer dans des procédures, dans des procédures un peu complexes touchant à la modification de l'horaire de travail et notamment la modification du salaire, en recourant à une mesure qui est d'accès normalement simple, qui est l'activité partielle. Donc, si j'avais un conseil à donner, je pense que dans un premier temps, fait de l'activité partielle, tant que les conditions sont ce qu'elles sont, et après on réfléchit à d'autres mesures. Sauf cas particulier, et je crois que c'était vraiment le sens, politiquement, économiquement, c'est vraiment le sens du message que vous passez le gouvernement avec l'activité partielle, c'est on maintient les salariés autant que possible en emploi, on maintient les compétences pour que les entreprises soient prêtes à reprendre avec leurs salariés, donc savoir partir si par chance ça repart. Voilà. Mais c'est bien ça la philosophie du dispositif actuel. D'accord, merci pour ces précisions. Je vous propose… alors, on va pas pouvoir traiter toutes les questions. Je vous propose de passer à la thématique suivante sur laquelle on a eu beaucoup de questions remontées relatives aux équipements de protection individuelle, aux masques, aux différentes obligations, au gel hydroalcoolique, les différentes responsabilités face à ces équipements de protection. Alors, je vais prendre les questions telles que je les ai là. En tant qu'employeur, est-ce que je dois imposer à tous mes collaborateurs le port du masque, même si les règles de distanciation sont respectées? Est-ce que, peut-être Monsieur Lebris ou Monsieur Guedes, vous voulez répondre sur cette question, à savoir est-ce que un employeur doit imposer le port du masque, si on respecte par ailleurs les distances? Alors, je commence, Pierre-Yves Lebris. Donc, j'aurais tendance à dire que, voilà, là encore, la réponse, on l'a un peu faite, c'est-à-dire que réglementairement, si toutes les règles sont mises en place et on voit qu'on est dans la logique de l'évaluation des risques, non, réglementairement, si on a fait tout ce qu'il fallait, il n'y en a pas besoin. Maintenant, je vais vous citer le cas d'une entreprise qui m'a sollicité. Elle était partie sur cette logique-là. Elle s'est rendue compte que dans le travail, c'était une entreprise de métallurgie. Pour travailler sur une presse plieuse, on approche des 2 mètres. Donc, ils ont mis des systèmes de visière, d'écran facial. Et dans un deuxième temps, ils se sont rendus compte que sur 2-3 postes, l'agent de maîtrise avait besoin de se rapprocher du salarié. Là, ils ont été jusqu'au masque. Ce que je veux dire par là, c'est que on voit bien que c'est bien l'évaluation réelle sur le terrain qui a permis de dire, de façon générale, je ne l'impose pas, mais dans ce cas de figure, à moins de 2 mètres, j'ai mis la visière, à moins d'1 mètre, j'ai obligé à porter le masque. Voilà. D'accord, ça me fait le lien avec une autre question qui nous a été remontée sur un choix qui a été fait par une entreprise d'équiper tous ses salariés de visière justement de protection et de ne pas porter de masque, choix qui a été fait en accord avec le médecin du travail qui est présent dans le CSE. Est-ce que donc il y a eu cette étude comme vous l'avez exprimé, sachant qu'en plus la visière est peut-être plus agréable à porter toute une journée et puis pour réaliser les différentes actions. Donc, si j'ai bien compris, c'est au cas par cas, on n'impose pas le port du masque, mais tout de même, la responsabilité de l'employeur, là, quelle est-elle? Est-ce qu'il faut qu'il prouve ces différents éléments d'étude ou voilà, comment justifier du choix visière, masque, les deux? Rien.
Bah, je crois qu'on l'a, Yves Marguerès, je crois qu'on l'a exprimé, c'est-à-dire qu'encore une fois, on est dans une gradation des mesures de prévention. Et alors, encore une fois, j'insiste, que ça revienne bien, le faire toujours avec l'ensemble, dans le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, donc, et notamment la représentation du personnel, parce que c'est le meilleur moyen, comme le disait très bien Monsieur Lebris, d'être dans le réel, non pas dans le travail, ce qu'on appelle le travail prescrit, mais le travail réel. Donc, toujours bien associer toutes les parties prenantes. Et puis après, on est vraiment dans la gradation des mesures, c'est-à-dire que on part par des mesures, on part sur des mesures d'organisation par priorité, et ensuite on descend éventuellement jusqu'à l'équipement de protection individuelle, qui peut être une visière si c'est mieux adapté, qui peut être un masque, mais sachant, et ça je crois qu'on faut insister là-dessus, que l'équipement de protection individuelle, c'est quasiment la dernière solution à laquelle on puisse recourir, et en quelque sorte, en caricaturant un peu, c'est la plus mauvaise. Parce que, si on en a d'autres à disposition, parce que, notamment, on sait bien que ça donne un faux sentiment de sécurité et que les conditions dans lesquelles un équipement de protection individuelle est bien utilisé sont très difficiles à réunir, là encore, dans le réel. Donc, voilà, je crois que la logique pour l'employeur, pour démontrer qu'il a bien fait, c'est de descendre cette logique, c'est-à-dire, un, je prends des mesures d'organisation, deux, je mets en place des mesures de protection collective, en gros, si je ne peux pas faire autrement, je passe aux EPI et je réfléchis bien à la manière dont ils sont utilisés. Ok, merci. Donc ça, c'est par rapport à nos salariés. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire, que doit faire une entreprise pour ce qui est des visiteurs ou du public qu'elle pourrait accueillir ou de ses fournisseurs, clients, etc. Est-ce que je peux imposer le port du masque à ces personnes-là? Quel est le contexte? Est-ce que Monsieur Eng des DPP, vous pouvez répondre? Oui, bien sûr. Eh bien, effectivement, il y a des dispositifs complémentaires qu'on retrouve en entreprise, mais qui vont concerner effectivement les visiteurs ou les clients de l'entreprise. Ces clients, ils peuvent se voir imposer un certain nombre de mesures. On le voit, puisqu'on en entend parler un petit peu plus en ce moment dans les médias, dans les transports ou chez les coiffeurs, par exemple, le port du masque sera obligatoire si on veut bénéficier de la prestation. Donc, il n'y a pas d'écueil pour imposer un certain nombre d'équipements. Le tout étant, parce qu'on parle beaucoup de pays à l'heure actuelle, de savoir ce qu'on impose. Si on impose, on ne peut pas imposer un EPI à un consommateur qui viendrait, par exemple, dans un magasin, s'il n'en dispose pas. Tout simplement parce que les EPI, normalement, sont réservés dans ce contexte plutôt professionnel. Et aujourd'hui, on a des catégories de masques qui sont très diversifiées. On a les nouveaux masques appelés dits grand public, avec deux catégories qui correspondent à des capacités filtrantes différentes. On a les masques artisanaux aussi qui sont confectionnés localement par des couturières ou fabriqués parfois selon le suivi d'une norme à AFNOR, mais sans qu'ils soient testés. Voilà. Et il y a également aujourd'hui, pour le grand public, il y a également les masques chirurgicaux qui sont accessibles et qu'on peut également trouver dans la grande distribution. Tous ces équipements-là n'ont pas des niveaux de protection identiques, mais je rejoins ce que disait Yves Guedes sur le sujet, ou M. Lebris, sur le fait que porter un masque, c'est une mesure supplémentaire, mais c'est la dernière. C'est-à-dire que notamment l'organisation de l'accueil du public, qu'il soit un consommateur ou un professionnel, c'est d'abord la première mesure à mettre en œuvre. Ensuite, il y a effectivement le respect des gestes barrières qui est fondamental et qui s'imposera encore après le déconfinement. Et en dernier lieu, le port notamment de masques ou l'utilisation de gel hydroalcoolique. Voilà.
Concernant les gels hydroalcooliques, il faut savoir aussi qu'on voit un petit peu tout sur le marché. Un gel hydroalcoolique, normalement, a un pouvoir virucide qui est supérieur aux solutions hydroalcooliques qui peuvent être également commercialisées en grande distribution ou voire en pharmacie. Voilà. Les solutions hydroalcooliques ont plutôt une action bactéricide qui ne doit pas être privilégiée au détriment des gels hydroalcooliques. Voilà. Après, secteur par secteur, les questions se posent sur l'organisation de l'accueil du public ou des professionnels qui viennent dans l'entreprise. Encore une fois, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas, en fonction du secteur, en fonction de la fréquence, de la configuration des locaux. Donc, ce que je propose, c'est plutôt qu'on puisse répondre à des questions précises sur des situations données, parce que c'est difficile d'avoir une réponse globalisante. Ça a déjà été dit, l'analyse de situation sur les sites, elle est fondamentale, et ça s'applique également à la protection des consommateurs et des professionnels clients des entreprises. D'accord, je vous remercie. Une autre question aussi en lien avec ces masques. Donc vous l'avez précisé, on en voit, il y en a plein de différents. Quand un employeur dans sa procédure de protection de ses salariés va imposer le port du masque sur les lieux communs, par exemple, ou des choses comme ça, si je comprends bien, il doit être en capacité de fournir les masques à partir du moment où il demande à ses salariés de les porter. Comment, quel masque choisir? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un contrôle de ces entreprises ou de ces importations de ces entreprises qui fabriquent des masques ou autres équipements de protection individuelle? Où trouver l'information? Voilà, comment rassurer les entreprises sur les masques qu'ils vont acheter ou qu'ils ont déjà achetés pour protéger leurs salariés ou leur clientèle ou leurs visiteurs. Oui, je vais répondre. La DDPP est chargée du contrôle de la sécurité de ces masques et de leur marquage, ainsi que des notices d'utilisation qui doivent être mises à l'occasion des ventes. À l'heure actuelle, ont lieu des contrôles sur tout le territoire des entreprises qui fabriquent ces masques, puisque sur le territoire, nous avons heureusement de plus en plus de fabricants de masques, que ce soit des masques, essentiellement des masques grand public, puisque pour ce qui concerne les consommateurs, ce sont les masques qu'ils recherchent. Actuellement, il y a un rush sur ce type de masque, donc on en trouve peut-être moins en ce moment. Ça ne va pas durer puisque la production, voire l'importation de ces produits est assez importante. Et donc, leur caractéristique de ces masques est actuellement contrôlée et va faire l'objet de contrôle tout au long de l'année par la DDPP pour s'assurer que les allégations, notamment sur le pouvoir filtrant de ces masques, par exemple, pour un masque de catégorie 1, un masque grand public de catégorie 1, il doit avoir une capacité filtrante de 90% des virus d'une taille de 3 microns. Pour les masques de catégorie 2, ce pouvoir filtrant est de 70%. Et pour les autres masques dits alternatifs, là, il n'y a pas de tests qui sont réalisés sur ces masques, donc aucune allégation ne peut être indiquée. Pour les entreprises qui seraient désireuses de se procurer de ces masques, elles peuvent bien sûr en importer, mais je les mets en garde sur le nombre d'arnaques à l'heure actuelle à l'importation des masques qui est en recrudescence et qui génère beaucoup de déconvenues parce qu'il y a des paiements préalables qui sont faits et on ne peut jamais arriver ces masques. Pour sécuriser cet achat sur le territoire, la DGE, la Direction générale des entreprises,
a diffusé sur son site internet la liste des producteurs de masques grand public de catégorie 1 et 2, avec toute la gamme et toute la précision nécessaire en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Pour les masques réutilisables, ce qu'il faut savoir, faut avoir en tête avant de faire l'acquisition de ce type de matériel, qu'il existe une gamme très très large avec des capacités filtrantes qui sont garanties par un logo sur l'emballage du masque et qui permet de savoir combien de lavages sont possibles afin de garantir le pouvoir filtrant. Voilà. Donc, ce que je ferai peut-être, c'est je donnerai le lien sur le site de la DGE pour que vous puissiez prendre la tâche directement avec ces entreprises si vous souhaitez faire l'acquisition de masques. Ok. Merci beaucoup. Juste une question pratique aussi. Du coup, on parle de masques qui doivent être lavés. Est-ce que c'est le salarié c'est l'usager qui les lave ou est-ce que c'est la responsabilité de l'entreprise? Comment garantir qu'on respecte le protocole? Est-ce qu'il y a des choses là-dessus ou est-ce que ça reste au cas par cas à la responsabilité de chacun? Je ne sais pas si quelqu'un a une réponse. Oui. Voilà, a priori, hein, dès l'instant où on est sur des équipements de protection individuelle, s'agissant des équipements individuels de protection individuelle pour les salariés, la fourniture et l'entretien des équipements de protection individuelle sont à la charge de l'entreprise, enfin de l'employeur. Ok, merci. Alors, je vais me permettre de mon rôle de modérateur, parce que je vois le temps passer, excuse-moi Pauline, à savoir qu'on partage aussi, on partagera aussi un lien vers le site de Bretagne Supply Chain avec des informations complémentaires sur l'approvisionnement en masques, en gel et en équipement de protection individuelle. Et là, du coup, il y a encore beaucoup de questions sur le chat sur les masques. Je ne sais pas si on aura le temps d'y revenir, mais peut-être peut-on passer à la thématique. Ok, merci Sophie. On va passer du coup à la thématique suivante, plutôt sur les mesures de biosécurité qui sont listées dans les différents documents, les différents guides. Et on a eu plusieurs questions sur ce sujet, des questions très concrètes, très pratico-pratiques. Quel produit de nettoyage utiliser et à quelle fréquence? Peut-être s'il y a des documents tout faits avec des références, vous pouvez juste les donner à l'oral et on les transmettra ensuite par internet, par mail aux différents participants. Est-ce qu'il y a des listes de produits de nettoyage à utiliser? Quels produits utiliser? Nettoyage, désinfection ou pas? Et quelle fréquence utiliser? Est-ce qu'on a des protocoles définis dans ce contexte-là? Est-ce que peut-être Monsieur Lebris, vous pouvez répondre? Oui, je veux bien, donc Pierre-Yves Lebris, je veux bien répondre partiellement, sachant que concernant donc les produits, ils sont aujourd'hui assez bien classifiés, puisque pour les virucides, il existe une norme qui précise lesquels. Ceci étant, dans la pratique, on découvre que certains produits qui n'étaient pas à l'origine faits pour être des virucides, je pense à des fongicides notamment, contiennent de l'éthanol, qui est un produit qui est hautement virucide. Donc, on découvre des produits qui n'étaient pas faits à l'origine pour faire, je dirais, du nettoyage, de la désinfection, qui ont aussi des vertus. Ceci étant, il faut peut-être revenir aussi à des choses assez simples. Et j'ai aimé à un moment donné ce qu'on a rappelé, c'est que un bon savon est aujourd'hui des fois aussi utile et efficace que des produits utilisés. C'est tellement vrai que quand les produits utilisés sont nombreux, on en est à préconiser des crèmes pour atténuer les effets sur les mains, alors qu'un bon savon utilisé avec de l'eau est moins agressif. Mais je vais peut-être laisser M. Heng répondre là-dessus. Oui, en fait, excusez-moi, je précise ma question. Elle était plus relative aux locaux, aux produits de nettoyage pour les locaux et les équipements, le mobilier, etc. Plutôt que les produits pour les mains. Alors, je vais reprendre la main, excusez-moi, je suis bavard. Juste pour vous dire que dans la pratique, on avait déjà des
des problèmes des fois sanitaires. Je pense dans des camions, je pense dans des locaux de travail. Donc, on utilisait des produits. Ceci étant, ce ne sont pas des produits inoffensifs et c'est quand même à utiliser avec parcimonie. On est bien loin du produit, le spray qu'on applique et où on revient dans les locaux quelques secondes après. Si on veut vraiment un produit terriblement efficace, on va laisser 24-48 heures le local, par exemple, fermé. Donc, il faut garder, je pense, ces procédures comme l'a très bien fait la Poste en disant, voilà, on a un cas de personnes contaminées, on ferme la Poste, on désinfecte la Poste, on change d'équipe et 24 heures ou 48 heures après, on reprend. Donc, on a des choses concrètes comme ça, mais il ne faudrait pas abuser de l'utilisation de ces produits. Rien ne vaut, entre guillemets, une bonne désinfection à l'ancienne avec des produits virucides qu'on a fait au niveau des surfaces contact, etc. Et n'oubliez pas qu'il y a quand même, dans le fameux protocole national de déconfinement, des mesures de conseil tout à fait appropriées sur la notion d'aération. Voilà, j'arrête parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Merci. Et par rapport à ça, effectivement, il va parfois se poser la question de l'équilibre entre la garantie de la sécurité sanitaire et la sécurité des salariés tout court. Par exemple, le cas concret d'une rampe d'escalier qu'il faudrait nettoyer, désinfecter après chaque passage, tout en conservant l'importance de tenir cette rampe d'escalier qui est la cause de beaucoup enfin, c'est pas la rampe qui est la cause de beaucoup de chutes. Vous allez me corriger dans mon langage de novice, mais le fait que effectivement, comment gérer cet équilibre? Est-ce que vous avez des exemples concrets sur, par exemple, la rampe d'escalier? Comment garantir et la sécurité sanitaire et la sécurité des employés? Alors, je vais encore reprendre la main, excusez-moi, mais sur les rampes, si vous voulez, vous avez quelque chose qui est assez bien fait et explicité dans le protocole national où on explique que les rampes sont 10% des accidents du travail dans le domaine professionnel, donc les escaliers, puisque les rampes vont avec les escaliers. Et donc, il faut traiter ce problème-là, c'est-à-dire qu'il faut continuer à prendre la rampe pour monter et descendre. Par contre, il y a les mesures collectives, c'est-à-dire la désinfection régulière et même, je dirais, de façon renforcée au niveau de ces points un peu stratégiques. Et il reste aussi la démarche individuelle qui est le gel hydroalcoolique. Alors, je vais dire, pardon, une entrée dans un local de type bureau où il y a 2 niveaux. Lorsqu'on va prendre le 2e niveau, eh ben, il y aura une solution de gel hydroalcoolique en entrant, de toute façon, déjà dans le bâtiment. On se frotte les mains. Et la rampe, qui normalement n'est nettoyée que tous les jours, sera nettoyée à chaque pause, c'est-à-dire pardon, à 10 heures et je vais dire 17 heures, et également le soir et à l'heure de midi. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec 5-6 protections collectives, c'est-à-dire le nettoyage, et autrement des actions individuelles. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu. Monsieur Guedes peut-être pourra me… Pas mieux. Pas mieux. Non, mais je crois qu'effectivement, vous avez renvoyé au protocole national de déconfinement. Hein. Vous y trouverez, bon, il faudra qu'on vous le diffuse si vous ne l'avez pas déjà, et vous y trouverez effectivement vraiment un certain nombre de références très précises. Merci. Autre question assez précise qui nous avait été remontée. Là, on parle beaucoup de collectif, mais y a-t-il des mesures à prendre pour des personnes qui sont seules dans une succursale? Alors, il y a 2 hypothèses à distinguer. Soit le salarié travaille seul, mais peut être en contact avec des tiers à l'entreprise. Même s'il n'a pas de collègue de travail, il peut être en contact avec un fournisseur, un client, le facteur, un prestataire. Et dans ce cas, il va falloir faire appliquer les gestes barrières. Même s'il y a a priori peu de contacts, même si les contacts avec des tiers ne sont que ponctuels et ne sont pas tous les jours, il faudra quand même faire attention à ces gestes barrières. Après, si le salarié il est vraiment tout seul et a 0 contact avec qui que ce soit, zéro contact, même pas avec un client, un prestataire, un fournisseur, bon, effectivement, les règles de sécurité vont finalement s'appliquer d'office, puisqu'il n'y a personne, donc il n'y a pas de distanciation à respecter, pas besoin de porter un masque puisqu'il n'y a pas de contact rapproché avec d'autres personnes.
Donc, il faut vraiment, en revanche, faire la distinction entre le salarié qui travaille seul, mais qui a des contacts avec des tiers, et le salarié qui n'a vraiment pas de contact avec les tiers. D'accord. Et là, il n'y a pas de geste particulier, geste barrière particulier à respecter. Merci beaucoup. Je vais couper court. Je vais pour qu'on ait le temps de traiter les éventuelles questions en direct ensuite. Je vous propose de passer à deux sujets importants que je souhaiterais traiter avant la fin, qui vont concerner toutes les entreprises. C'est l'aspect de la responsabilité des entreprises justement face à l'application de ces règles de biosécurité, et l'aspect les questions relatives au contrôle. Concrètement, va-t-il y avoir des contrôles, et oui, qui, quand, comment? Donc, si vous voulez bien, on va passer aux questions relatives à la responsabilité de l'entreprise. On voit beaucoup de règles. On a des exemples concrets de la distanciation des 4 mètres carrés, les nettoyages, la mise à disposition des masques, etc. Alors, comment garantir déjà le respect des règles? Dans une entreprise, qui est responsable de ce respect des règles en cas de respect des règles ou non? Comment faire en cas de contamination d'un salarié ou d'un visiteur? Voilà, qui est responsable? Ce que je vous propose, parce qu'on avait préparé quelques supports aussi, peut-être Madame Ténière, si vous voulez. Alors, sur les règles, finalement, et garantir le respect des règles, il faut que l'entreprise s'assure qu'il y a l'encadrement soit en nombre suffisant, de façon à pouvoir s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures de protection qui ont été définies, parce que le non-respect de ces règles, eh bien, pourrait justifier notamment un droit de retrait des salariés. Alors, en pratique, il suffit pas simplement de dire à un salarié, bon, je te donne une nouvelle mission, tu surveilles les collègues, tu surveilles que toutes les mesures sont respectées par les salariés. C'est pas aussi simple que ça. Il serait préférable finalement que toutes les obligations liées au Covid-19 soient réparties sur l'ensemble de la ligne hiérarchique et que ce soit intégré dans les fiches de poste, notamment des salariés, et voire dans les délégations. Il est aussi conseillé de mettre en place un journal de bord qui indique toutes les actions prises par l'employeur pour s'assurer de la mise en œuvre des mesures. Et pour garantir le respect des règles par l'ensemble des salariés, il faut aussi mettre en place un dispositif d'alerte interne. C'est pour encourager les salariés à faire remonter toutes les informations en lien avec une éventuelle exposition, donc tant leur exposition, mais aussi éventuellement l'exposition de leurs collègues. Et donc, ce serait l'idée, c'est donc de faire remonter ces informations auprès de l'employeur ou du service des ressources humaines, par exemple. Après le risque, si jamais un salarié est contaminé, il y a deux risques auxquels l'employeur peut être confronté. Il y a un risque pénal avec la mise en danger d'autrui, et là un risque civil avec éventuellement un accident du travail, une maladie professionnelle et donc une éventuelle reconnaissance de la faute inévitable. Tout d'abord, sur le risque pénal, il faut trois conditions. Il faut effectivement une obligation légale ou réglementaire. Donc ici, nous avons un texte, c'est l'arrêté du 15 mars 2020 qui indique qu'il faut des mesures d'hygiène, les gestes barrières, et que ces gestes-là doivent être respectés en toutes circonstances. Il faut ensuite, en deuxième condition, que l'employeur ait violé cette obligation, se soit abstenu de mettre en place toutes les mesures nécessaires d'hygiène, ce qui en pratique devrait, je l'espère, être assez rare quand même. Et une troisième condition, il faut une exposition directe à un risque de mort. Là, avec le Covid-19, on sait effectivement que cette condition est acquise vu le caractère létal du Covid-19. Outre ce risque pénal, donc il y a la responsabilité civile de l'employeur. Donc la question, finalement, c'est de savoir aussi, mon salarié qui est contaminé, est-ce que ça peut être considéré comme un accident du travail ou une maladie professionnelle? Là, ça va aussi beaucoup dépendre du respect ou non par l'employeur de son obligation de sécurité, de prévention. Est-ce qu'il a organisé les conditions de travail des salariés d'une manière à limiter tous les risques? L'idée, c'est pas que l'employeur puisse garantir l'absence de toute exposition des salariés à ce risque. Il doit prendre toutes les mesures pour éviter le plus possible cette exposition. Pour la reconnaissance en accident du travail, ça peut paraître un peu compliqué en pratique pour le salarié de justifier cet accident du travail, puisqu'il va falloir que le salarié
puisse justifier que c'est bien sur son lieu de travail, au temps de travail, notamment qu'il a été contaminé. Ce n'est pas forcément simple comme preuve à rapporter. Ça pourrait paraître donc un peu compliqué de justifier un accident de travail. Sur la maladie professionnelle, actuellement, le Covid-19 ne figure pas dans les tableaux de maladies professionnelles. Alors, hors tableau maladie professionnelle, la reconnaissance d'une maladie professionnelle est possible avec une procédure bien spécifique. Mais en pratique, là aussi, ça peut être compliqué puisque le salarié va devoir prouver le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie. Alors, une petite nuance aussi à apporter, c'est qu'après, en général, lorsqu'il y a un accident du travail, maladie professionnelle, le salarié peut éventuellement attaquer l'employeur pour faute inexcusable. Il y a deux conditions. Il faut que, en général, il y a un accident du travail, maladie professionnelle. En pratique, là, ça peut être difficile à prouver, mais la Cour de cassation a très récemment retenu le principe d'une faute inexcusable, alors même que l'accident du salarié n'avait pas été pris en charge par la CPAM au titre de l'accident du travail. Donc, il y a une sorte d'inflexion de la Cour de cassation sur cette obligation d'avoir un accident de travail, maladie professionnelle. Donc, pour la faute inexcusable, il faut que l'employeur ait conscience du danger. On l'a vu le contexte actuel, ça va être très facile à pouvoir prouver qu'effectivement tous les employeurs sont bien au courant du risque. Et il faut aussi prouver que l'employeur n'a pas pris toutes les mesures utiles obligatoires pour éviter le danger et pour préserver la santé du salarié. Et c'est sur ce point que les salariés pourront le plus s'appuyer, c'est que même une faute légère de l'employeur suffit en fait. Il suffit que les mesures d'hygiène soient prises, soient imparfaites, eh bien, on va considérer qu'il y a une faute de l'employeur. Donc, si effectivement il y a une faute de l'employeur, on peut prouver qu'il avait bien conscience du danger et des risques, alors la faute inexcusable pourrait être effectivement retenue, et donc ce qui engagerait la responsabilité civile de l'entreprise. Donc, ce qui est vraiment le plus important, voilà, c'est vraiment que l'employeur s'assure de respecter toutes les mesures de sécurité, de les mettre en place et de les faire respecter pour éviter toute responsabilité. Bien, merci. Je vous propose, on pourra compléter éventuellement sur les discussions libres derrière. Les questions sur les contrôles. Effectivement, on parle de mesures, de protocoles, etc. Est-ce que, à partir du 11 mai, est-ce que les activités de contrôle qui ont été mises en stand-by lors de cette période de confinement vont être reprises? Et si oui, est-ce qu'il y en aura davantage d'ailleurs que prévu, enfin que à la normale? Et bon, voilà, est-ce que les différents intervenants, que ce soit des DPP directs ou CARSAT qui réalisent des contrôles, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Alors, je vais commencer, je laisserai la parole à M. Guedes et à M. Eng. Au niveau de la CARSAT, donc pendant toute cette période un peu mouvementée, on a continué à fonctionner puisque, notamment pour les contrôleurs comme moi, on était tous basés sur nos secteurs et à distance. Donc, on avait tous les outils. On a continué à travailler avec les entreprises. Les entreprises nous ont énormément sollicités. Les salariés également, puisque, rappelez-vous, il y a l'obligation d'afficher dans les entreprises nos coordonnées. Ce qui fait qu'on a joué ce rôle de conseil à distance, de régulation. Les CHSCT et les nouvelles structures donc de représentation du personnel ont été très sollicités et nous ont sollicités. Donc, en audio et en visio, on a énormément participé au niveau de ces réunions. Les outils que l'on a maintenant, j'ai vu avoir à donner des avis sur ce qui était mis en œuvre. On me présentait des photos, etc., etc. Là, donc, tout ça pour dire qu'il y a une continuité dans l'action de conseil et parfois de contrôle, puisque notamment sur certains, je pense au plan de sécurité dans des domaines comme le bâtiment, il y a eu des avis qui ont été donnés. Concernant maintenant ce que j'appellerais le contrôle plus physique, oui, on va revenir sur le terrain, toujours en respectant ce qu'on préconise aux entreprises, c'est-à-dire qu'on réservera nos sorties, si vous voulez, physiques, que là où c'est strictement nécessaire, avec bien sûr toutes les conditions qui vont bien, puisqu'on a aujourd'hui
les moyens de le faire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce que je peux dire également, c'est que on est là pour aider les entreprises. On est sur une période très compliquée, un risque nouveau. Oui, on fera des contrôles parce qu'on voit bien qu'on a besoin souvent de ces contrôles pour réguler. Mais l'objectif n'est pas de contrôler et de sanctionner. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises. Et le terme est assez fort, mais je pense que mes collègues, M. Guedes et M. Heng, moi, je peux m'exprimer. Donc, Yves Marguerès pour la directe. Alors, s'agissant de l'inspection du travail, hein, puisque c'est effectivement le corps de contrôle présent dans les directs, alors, on était sur un mode mais qui ressemble pas mal à celui que M. Lebris a exposé pour la CARSAT, c'est-à-dire qu'actuellement, c'est pas que les contrôles aient été mis en veilleuse, hein, puisque les contrôles ont continué, mais c'est vrai que pour l'essentiel, il s'agissait de contrôles réalisés à distance. On réservait véritablement les interventions sur site aux situations les plus graves. Et pour ce qui concerne les Côtes d'Armor, au total, sur un mois et demi, il y a eu très très peu d'interventions directes sur site. Par contre, les contrôles et les échanges avec les entreprises ont continué, et notamment sur les questions touchant à la prévention du risque de contamination. Hein, voilà. Bon, là, les instructions reçues de la direction générale nous amené à réouvrir un petit peu les contrôles et à multiplier, à refaire plus de contrôles sur site. Alors, tout en continuant à privilégier, là aussi dans dans l'intérêt de la protection aux agents, comme dans celui de la protection des salariés, les contrôles à distance quand ils sont réalisables. Après, effectivement, dans la pratique du contrôle, il y a un certain nombre de contrôles qui ne peuvent se faire qui ne situent en faisant des constats, hein, puisque voilà. Donc effectivement, les contrôles vont reprendre. Bon, avec des mesures, et bien entendu, les agents de contrôle sont. Alors, on a, nous, notre propre protocole de sécurité pour les contrôles, hein, qui implique éventuellement tout ce qu'on demande d'ailleurs aux entreprises, hein, c'est-à-dire le respect des distanciations, éventuellement le port du masque si la situation le justifie. Et effectivement, dans un certain nombre de situations, mais c'est l'habitude, l'entreprise peut demander à respecter les précautions particulières, y compris pour de vêtements particuliers. Hein, c'est le cas dans un certain nombre de cas. Moyennant quoi, c'est à l'entreprise de fournir les équipements aux agents de contrôle concernés. S'il y a des exigences particulières. Alors, sachant, et que j'ai vu une question, aucune exigence particulière ne peut justifier le refus de contrôle, même en cette période de contamination. Ok. Alors, juste sur l'accompagnement des entreprises, hein, les services ont continué à fonctionner, les services de renseignement en droit du travail et les services chargés d'accompagner les entreprises dans le cadre notamment de l'activité partielle, ont continué à fonctionner à distance. J'insiste aussi sur tous les éléments. Je le dis beaucoup, mais c'est quand même la première fois que je vois autant d'éléments mis à disposition des entreprises et des salariés par le ministère du Travail. Je renvoie aussi, au-delà du protocole national de déconfinement, aux fiches conseils métiers qui sont publiées, il y en a de plus en plus hein, sur le site du ministère du Travail, et qui décortique métier par métier les préconisations du ministère du Travail, donc les préconisations officielles, pour assurer la santé des salariés. Alors, on a le protocole national de déconfinement qui est le cadre général dans lequel tout ça doit s'inscrire. Et puis après, sur le site que j'ai indiqué lors de ma présentation, vous trouvez des fiches métier par métier. L'objectif du ministère du Travail est d'en publier à terme une soixantaine. Là, je n'ai plus en tête le nombre. Et voilà, toutes les professions sont représentées. Et c'est vraiment un guide quand on dit qu'on a beaucoup parlé des mesures que devaient prendre les employeurs. Là, vous avez des guides très pratiques, métier par métier, pour travailler sur le type de précautions que vous devez prendre dans vos entreprises. Merci. Voilà. Monsieur Heng, peut-être rapidement pour les contrôles de la DDPP.
Oui, très rapidement, l'action de la DDPP également ne s'est pas arrêtée pendant le confinement. On a changé également les modalités de travail. Pour la période du 11 mai, là, l'accent va être mis sur l'accompagnement des entreprises et la sécurisation notamment des EPI, c'est-à-dire qu'il y aura des prélèvements qui seront faits pour vérifier qu'ils soient bien conformes, qui disposent également de toutes les notices d'utilisation nécessaires. Pour les gels hydroalcooliques également, nous veillons à ce qu'il n'y ait pas d'inflation sur les prix, parce que les prix actuellement sont réglementés sur les gels hydroalcooliques. Donc, y compris lorsqu'on les utilise et qu'on les achète en gros dans les entreprises, le tarif n'est pas libre, hein, il est réglementé aujourd'hui. Par ailleurs, les contrôles se font bien sûr dans le respect des règles qui sont mises en place par les entreprises, hein, et on les respecte totalement. Nos agents, nous, sont équipés d'EPI spécifiques hein, pour faire les contrôles. Donc, nous, la problématique de la disponibilité des EPI pour faire les contrôles ne se pose pas. Voilà. Okay. Merci. Je vous propose de passer aux éventuelles questions issues du chat. Sophie, merci Pauline. Alors, comme je disais, il y en a beaucoup, notamment sur les masques, mais pour rester sur le domaine des aspects un peu réglementaires, et on a peu parlé du document unique. Il y a une question sur les entreprises qui n'auraient pas de document unique d'évaluation des risques. Pourraient-elles être poursuivies par les services de l'État et ou leurs salariés? Est-ce que l'un de vous peut prendre la parole Je peux prendre la parole sur l'obligation. Hein. Alors, l'existence d'un document unique d'évaluation des risques, c'est une vieille obligation qui est toujours d'actualité. Hein, et j'insiste, le document unique, c'est pas juste un CERFA pour faire plaisir aux administrations de contrôle, ça doit être un document très pratico-pratique, précisément pour faire de la prévention des risques. Alors, évidemment, il est remis d'actualité par cette affaire. Donc, il doit exister. Il doit être mis à jour, notamment pour tenir compte de la question de la contamination pour le Covid. Voilà. Je veux bien apporter un complément d'information. Au niveau des CARSAT, comme l'a dit M. Guedes, effectivement, on est sur le sujet depuis maintenant un peu plus de 20 ans. Il existe des documents spécifiques à chaque activité pour le document unique, ce qui veut dire qu'il faut prendre le document unique avec son tronc commun et simplement rajouter la problématique du Covid-19 dessus. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous avez vu, il y a abondance aujourd'hui d'informations sur tout ce qu'il y a autour du Covid-19. Puisqu'on a des professionnels en face de nous, j'aurais tendance à dire, regardez les fiches métiers. Pour les reconnaître, elles ne font jamais plus de 5 pages. Elles sont plutôt bien faites par la profession. Elles seront juste adaptées aux particularités de chaque entreprise. Et pour les derniers qui n'ont jamais fait le document unique, les guides de bonne pratique, plutôt par grande branche professionnelle, reprennent la façon de le réaliser. C'est nouveau, par contre, c'est beaucoup plus complexe puisqu'on y retrouve 20-25 pages. Donc, je dirais que dans un premier temps, regardez dans les documentations de l'INRS, vous avez des guides pratiques qui permettent de revenir à l'essentiel sur le document unique et après, vous le remplissez avec les fiches métiers qu'il y a. Je m'arrête là. Merci beaucoup. J'ai vu aussi des questions sur le retour en présentiel au travail des personnes vulnérables. Faut-il les envoyer voir le médecin du travail pour les accepter dans les locaux ou est-ce à l'employeur de juger s'ils sont aptes au retour? Je vais répondre puisque je suis en lien avec la médecine du travail. Écoutez, vous avez un début de réponse dans votre question. On voit bien que c'est l'état de santé. Et donc, il est difficile pour un employeur de juger de l'état de santé de son salarié.
Donc oui, ça passe par le médecin du travail qui a de nouvelles prérogatives. Sachez que au fil du confinement, il a maintenant la possibilité donc de procéder à la réalisation d'arrêt de travail. C'est quand même assez nouveau, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas, mais donc ils l'ont et c'est tout à fait adapté au Covid-19. Et sinon, ben, il reste toujours le médecin de famille, ça existe encore, et il aura en plus la particularité de pouvoir apprécier des fois l'environnement familial, ce qu'on ne peut pas forcément le faire autrement. Donc, ça a une autre dimension, parce que ce sujet-là, on ne sait pas le traiter non plus de façon industrielle. Il doit être traité à travers la médecine et la connaissance qu'a le médecin de l'individu et éventuellement de son environnement. Pourquoi il reste plus que quelques minutes, pour pas dire secondes. Je vais peut-être prendre encore des. Il y a des questions sur l'activité partielle, le retour au travail et le télétravail ou le retour en présentiel. Je prends par exemple la question de l'activité partielle qui a été totale, qui a été activée de manière totale par une entreprise. Le mois de mai s'annonce morose. Est-ce que l'entreprise peut faire revenir ses salariés dans une activité partielle, au lieu de partiel temps plein? Est-ce qu'elle peut passer sur du partiel? Oui, tout à fait. L'autorisation qui a été accordée aux entreprises en quelque sorte est un maximum, hein, c'est une enveloppe, c'est-à-dire qu'elle porte sur on a autorisé un nombre maximum d'heures d'entreprise par salarié sur une période. Rien n'oblige l'entreprise à utiliser cette enveloppe. C'est-à-dire que si à un moment donné, elle passe d'un régime où elle avait arrêté complètement à un régime où l'activité reprend partiellement, ça se jouera au moment des demandes d'indemnisation. C'est-à-dire que pour un salarié qui aurait travaillé 20 heures dans la semaine alors que le mois précédent, il n'avait travaillé l'entreprise demandera à la directe l'indemnisation sur cette base-là au lieu de la demander sur la totalité de la semaine. Donc oui, c'est tout à fait possible. Alors tout ça, je précise, hein, j'insiste, tout ça, notamment si les institutions représentatives du personnel existent, tout ça passant par un dialogue et une information régulière des institutions représentatives du personnel, parce que ça fait, voilà, les gens sont inquiets et ça fait partie des choses sur lesquelles il faut pas mal communiquer, parce que derrière, de toute façon, vous êtes mal saisi aussi par des gens inquiets. Donc, voilà. Mais oui, c'est tout à fait possible. Comme il est midi et que je suis gardienne du temps, je ne peux plus continuer, sauf si vous voulez tous tirer un petit peu. Je vais laisser Pauline conclure peut-être. Pauline, ton micro. Merci Sophie, excusez-moi. Du coup, merci à tous les intervenants. On n'a pas pu traiter toutes les questions malheureusement. Vous avez à l'écran là les coordonnées des 4 intervenants d'aujourd'hui. Vous allez récupérer aussi les diapositives que l'on vous a projetées. N'hésitez pas, nous on va récolter toutes les questions qui n'auraient pas été traitées et pour les remonter aux intervenants et éventuellement vous retournez la réponse derrière. En tout cas, on est à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner dans la mise en œuvre des différentes mesures, ainsi que Monsieur Lebris, Monsieur Eng et Monsieur Guedes et Madame Ténière, que je remercie encore pour leur participation. Voilà. Merci à tous et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à tous.